la Stasi et la Zerzerzung. Après le soulèvement populaire est-allemand de juin 1953, réprimé par les troupes soviétiques, le gouvernement confia à la Stasi la tâche de surveiller systématiquement et de prévenir les troubles au sein de la population. Au départ, cela a pris la forme d'une répression physique brutale, emprisonnement et violence physique, y compris la torture, de la part de la police et de la police secrète. Mais cela a changé au cours des années 1970, lorsque la RDA s'est davantage intéressée à l'acquisition d'une image internationale positive, et que la répression des militants est devenue plus subtile. La Stasi a redéfini le terme militaire Zerzerzung, la décomposition, pour désigner ces tactiques de harcèlement. Le but était de perturber le fonctionnement des groupes et la vie des individus, à un point tel que leur activisme devenait inefficace, ou mieux, cessait complètement. L'objectif de la Zerzerzung était d'éteindre le groupe en le rendant inefficace, avec pour objectif intermédiaire d'empêcher toute exposition médiatique ou publique positive. Les méthodes habituelles pour désactiver des groupes étaient les suivantes. Et là, c'est vrai que c'est y a des similitudes avec le harcèlement en réseau, assez convaincantes. Créer des conflits entre les membres. Les sujets particulièrement utiles pour semer la discorde étaient ceux de nature philosophique ou politique, l'argent et les relations personnelles, sexuelles. Entraver et saboter les activités en faisant appel à un ou plusieurs infiltrés qui accepteraient d'accomplir des tâches, mais ne parviendraient pas à les accomplir, perdraient des matériaux et des équipements, demanderaient à plusieurs reprises des modifications et des modifications supplémentaires des matériaux pour ralentir la production, tenteraient de détourner le regroupez-vous dans des activités plus inoffensives. Isoler les groupes des autres militants, par exemple, en répandant des rumeurs concernant des comportements et des opinions politiques inacceptables. Hein, les petits infiltrés là, les faux cibles là. Le choix de la tactique dans chaque cas particulier reposait sur un profilage psychologique approfondi et des renseignements sur les membres du groupe, notamment qui joue quel rôle, qui remplit quel type de tâche, quelles sont les relations au sein du groupe, qui sort avec qui. Les informateurs, IM, inofficiels, Mitarbeiter, Mitarbeiter, ça doit pas se dire comme ça, était le moyen habituel d'obtenir des informations sur un groupe et était également utilisé pour mettre en œuvre les plans visant à neutraliser un groupe et à saboter ses activités. Dans les cercles militants, les informateurs n'étaient presque jamais des officiers de la Stasi ou de la police, mais étaient généralement des membres existants des groupes qui avaient été poussés, persuadés ou soumis à un chantage pour aider la Stasi. Alternativement, un étranger approprié serait recruté pour infiltrer le groupe. Comment la Stasi a-t-elle convaincu les gens de devenir informateurs? Appel au patriotisme, récompense en espèces ou matériel, chantage, par exemple, offre d'immunité contre des menaces de poursuite, faire en sorte que la mission ressemble à une aventure passionnante. Zerzerzung des individus. Comme dans le cas des groupes, la Zerzerzung des individus avait pour but de couper l'efficacité de cette personne en sapant sa confiance et sa croyance dans la valeur de ses activités. La Stasi ne se souciait généralement pas de savoir si un individu était découragé par la désillusion, la peur, l'épuisement professionnel ou une maladie mentale. Tous les résultats étaient acceptables, et la santé mentale et le statut social des gens pendant ou après une opération ne préoccupaient pas les officiers impliqués. S'inquiéter pour les informateurs. La Stasi n'a pas caché le fait qu'elle utilisait des informateurs et a en fait délibérément contribué à répandre des rumeurs sur ces informateurs. C'était le moyen le moins coûteux et le plus efficace de neutraliser des individus et des groupes. La Zerzerzung des individus était généralement réalisée en sapant systématiquement la qualité de vie de la cible, tant socialement que professionnellement, dans le but de simplement détruire la confiance de la cible.
Ces tactiques ont pris diverses formes, telles que la diffusion de rumeurs diffamatoires, la création de troubles au travail, etc. Des rumeurs et des informations, par exemple, sur des points de vue politiques inacceptables, un comportement inapproprié, la possibilité qu'ils soient des informateurs, qui ont été transmises aux collègues de travail, aux patrons, et les cercles sociaux peuvent être fondés sur des faits vrais, mais il s'agit souvent de contre-vérités plausibles, difficiles, voire impossibles à réfuter. La première étape de la Zerzerzung était une évaluation complète des données et informations détenues par l'État. Par exemple, les dossiers médicaux, les bulletins scolaires, les dossiers de police, les rapports de renseignement, les perquisitions au domicile de la cible. À ce stade, il recherchait les points faibles, sociaux, émotionnels ou physiques, qui pourraient être utilisés pour faire pression sur la cible. Par exemple, les relations extraconjugales, le casier judiciaire, l'alcoolisme, la consommation de drogue, les différences entre la cible et son groupe. Par exemple, l'âge, la classe sociale, les styles vestimentaires, tout ce qui peut diviser, quoi, en gros, qui pourraient être exploités pour les isoler socialement. Une stratégie détaillée de Zerzerzung a ensuite été élaborée. Quel était l'objectif spécifique? Quelle tactique faut-il utiliser pour exploiter la situation personnelle et les traits de caractère de la cible? Quel était le délai? L'étape suivante consistait souvent à compléter la surveillance secrète par une observation ouverte afin de communiquer à la cible qu'elle présentait un intérêt pour la Stasi et de créer un sentiment d'insécurité et de paranoïa. Les tactiques comprenaient des interrogatoires, des contrôles et des fouilles répétées, des bruits étranges sur les lignes téléphoniques, des visites ostentatoires sur le lieu de travail afin que les patrons et les collègues soient conscients de l'intérêt de la police, etc. Les dernières étapes ont été marquées par du harcèlement psychologique et physique, déplacement à la maison. Un matin, le réveil sonne à 5 heures du matin au lieu de 7 heures du mat. Et les chaussettes sont dans le mauvais tiroir. Il n'y a plus de café. Dommage aux vélos et aux véhicules. Par exemple, pneus crevés. La propagation de rumeurs, comme mentionné ci-dessus. Commander des marchandises et prendre des rendez-vous au nom de la cible, etc. Les familles, les familles ont souvent été utilisées comme levier contre les militants à ce stade, soit comme méthode de chantage. Par exemple, les membres de la famille, soumis à l'oppression, comme moyen d'exercer une pression indirecte sur le militant, soit comme méthode de persuasion. Votre fille se retrouvera dans de graves problèmes si elle reste impliquée dans ce groupe. Tu ne peux pas lui faire comprendre? C'est sa carrière qui est en jeu. Le harcèlement physique comprenait souvent des arrestations répétées, des agressions physiques dans la rue, par exemple, par des policiers en civil, où des abus et des agressions pouvaient être provoqués par les rumeurs répandues, par exemple intimidation au travail, évitement par les voisins.